Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique d'investissement du private equity. Comment les particuliers abordent-ils cette thématique d'investissement? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mylène Bonneau, directrice des relations investisseurs chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Mylène Bonneau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Edmond de Rothschild Asset Management a notamment lancé une plateforme justement pour faciliter cet investissement en private equity vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs particuliers. On y reviendra dans l'émission. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Anthony Kelsey, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Kelsey Patrimoine. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Alors cette thématique, on va peut-être commencer avec vous Anthony Kelsey, cette thématique de l'investissement en private equity quand il s'agit d'investisseurs particuliers, c'est facilité, grandement facilité depuis la loi Pacte. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'appétence des investisseurs sur cette thématique depuis que c'est possible, ou ça existait déjà avant, ou ça commence tout juste à prendre du côté des investisseurs particuliers aujourd'hui? Alors ça existait déjà depuis de nombreuses années, on va dire, grâce au FIP et au CPI, c'est-à-dire avec les fonds qui étaient avec réduction d'impôts. D'accord. Pour rappel, c'est les investissements dans les entreprises non cotées, qui ne sont pas cotées en bourse, donc qui par définition sont illiquides. Donc les sociétés de gestion qui collectent les fonds des particuliers leur permettent d'investir dans les entreprises et potentiellement en tirer une plus-value au moment de la revente. Donc depuis une bonne dizaine d'années, les FIP et les CPI étaient ce qui était proposé aux particuliers, avec des sociétés de gestion qui étaient, on va dire, dédiées aux particuliers, mais en parallèle, il y avait les sociétés de gestion pour les grandes fortunes, les institutionnels, qui n'étaient pas accessibles. Et au fur et à mesure des années, ce qu'on a vu, c'est que, notamment grâce à la loi Pacte, on va dire à partir de 2019-2018, eh bien, ces sociétés de gestion pour les grandes fortunes et les institutionnels, sous, on va dire, la demande des particuliers, mais aussi des distributeurs comme nous, des conseillers en gestion de patrimoine, à proposer à leurs clients, pour leur plus grand plaisir, des investissements en private equity. Mais alors c'est intéressant parce que vous dites à la demande des particuliers, voire même des professionnels en gestion de patrimoine, pourquoi, qu'est-ce qui vous manquait, pourquoi est-ce qu'il fallait aller sur cette thématique du private equity? Alors, si on rappelle les avantages du private equity par rapport et après on verra les inconvénients, mais commençons par les avantages. Voilà. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de volatilité, enfin beaucoup moins de volatilité, puisqu'il n'y a pas de prix à chaque instant, comme sur les marchés boursiers. Donc techniquement, le gérant qui va acheter, qui va faire le deal auprès de l'entreprise, va valoriser la société avec un prix qui lui convient et qui est un prix de gré à gré. Et pendant toute la durée de l'investissement, eh bien, ce prix de gré à gré ne va pas évoluer, et donc il va y avoir peu de volatilité. Et donc ça, c'est pour les particuliers, ils apprécient énormément parce que les Français vraiment n'apprécient pas peu la volatilité des marchés boursiers. Sachant que ça ne vaut qu'avec des horizons d'investissement long terme pour le coup. Quand on investit dans des entreprises réelles, on est moins sur des effets de liquidité qu'on peut avoir sur les marchés financiers par exemple. Beaucoup moins de facteurs exogènes, c'est ça. C'est-à-dire que si un choc à un moment donné, comme on a eu sur le Covid ou sur la guerre ukrainienne, eh bien finalement les gérants de private equity vont, par leur comptabilité, valoriser la société selon les multiples qui vont peut-être évoluer un petit peu, mais qui ne vont pas faire que la société va être dévaluée de 30 à 40% parce qu'il y a une crise de liquidité et tout le monde vend. Voilà. Donc c'est cette volatilité faible qui est intéressante, en tout cas pendant la durée de l'investissement. Et bien sûr, à la fin, il faut quand même vendre la société, mais voilà. C'est intéressant parce que le private equity, ça existe quand même depuis longtemps. En revanche, j'ai quand même l'impression, même si effectivement vous me dites que ça existe depuis plusieurs années, que l'appétence des investisseurs, ou en tout cas le regard des investisseurs vis-à-vis de cette thématique d'investissement est plus récent, ou en tout cas du grand public, ou de manière plus large, est plus récente. Mylène Bonneau, donc, vous faites du private equity chez Edmond de Rothschild Asset Management. La nouveauté, c'est que là, vous lancez une plateforme justement pour le rendre accessible, cette thématique d'investissement, à
j'ai envie de dire, pour élargir un petit peu la gamme des personnes à qui vous la proposez, notamment, là, on peut parler d'investisseurs particuliers qui n'étaient pas jusque-là potentiellement des investisseurs chez Edmond de Rothschild Asset Management. Pourquoi cette décision d'ouverture, finalement, d'aller vers le particulier? C'est-à-dire qu'en fait, il y a le sujet d'appétence du particulier, puis on sent finalement que ce particulier, il est aussi regardé du côté comme un investisseur potentiel. En fait, vous l'avez très bien dit, Nicolas. Nous, chez Edmond de Rothschild, on est très connus des privés sur la gestion de fortune et sur la gestion de fonds ouverts. Là où on est moins connu des investisseurs privés, c'est sur la partie non cotée. Et pourtant, en fait, on a 20 milliards, les chiffres, c'est 20 milliards d'actifs non cotés. Et on est présent pour accompagner des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse depuis la révolution industrielle, depuis plus de 20 ans sur de la structuration de fonds. Et ces 20 milliards, ils ont été constitués avec des clients institutionnels qui nous sélectionnent. Donc, quand on parle de clients institutionnels, c'est caisse de retraite, compagnie d'assurance, fonds de pension, et un petit peu des clients de la banque privée. Anthony l'a rappelé, aujourd'hui, vous avez des CGPI, des banques privées qui ont envie de proposer des actifs non cotés en bourse pour leurs clients, pour des questions de rendement, pour des questions d'absence de volatilité, de décorrélation avec l'économie réelle et le temps court, et aussi pour une question de quête de sens. Parce que quand vous accompagnez une entreprise, c'est très concret, c'est peut-être plus concret que des indices boursiers que vous pouvez suivre avec des outils. Donc tout ça, ça fait un bon mix. Il y a l'évolution réglementaire qui a permis aussi d'ouvrir ça. Oui, c'est ça. Mais est-ce que l'évolution réglementaire était le dernier verrou pour permettre de faire en sorte que du coup les investisseurs particuliers et les sociétés de gestion commencent à travailler ensemble, ou c'est un point important. Après, on peut encore aller plus loin. Les autorités réglementaires sont tout à fait conscientes de ça. Il y a encore un certain nombre de pas à franchir pour vraiment permettre un mouvement d'accessibilité très fort pour des clients privés. Ce qui retient quand même aussi, c'est que cette réglementation, elle est aussi là pour protéger les épargnants. D'accord. C'est-à-dire, quand le private equity, c'est le temps long. Anthony l'a rappelé, on fait confiance à une société de gestion pour investir au bon moment et pour céder ses participations au bon moment. Donc, il faut s'assurer que le client qu'on a en face, l'épargnant privé, il est capable d'accepter ce temps long et il est capable de renoncer à une partie de cette liquidité. C'est au prix de ce renoncement qu'il a le rendement dont on peut se targuer depuis de nombreuses années. Et alors justement, cet investisseur particulier, parce qu'on imagine bien quand on va intervenir en financement d'une entreprise, on ne parle pas de 5 ou 10 000 euros, on va parler en millions d'euros, voire en plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros pour financer l'entreprise. Cet investisseur particulier tout seul, finalement, ça va rester une goutte d'eau aux côtés d'institutionnels quand il va investir en private equity, peut-être Mylène Monod d'abord et ensuite Anthony Kalsi, ou comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis de l'investissement ? Alors, si on part du haut pour aller vers le bas, en fait, quand on lance un fonds d'investissement, ce fonds, il a une taille cible et une taille maximum, ce qu'on appelle hard cap. Donc, à partir de ce moment-là, on va s'adresser, dans le jargon du private equity, on parle de LP, de Limited Partners, donc à des investisseurs qui vont confier une partie de leur capital pour atteindre ce fonds. Donc, notre métier chez Edmond de Rothschild, c'est de lever des fonds pour investir dans ces fonds-là. Et après, peu importe d'où ils viennent, que ce soit institutionnel ou particulier, où il y a des pourcentages dédiés Il n'y a pas d'allocation dédiée. Ce qu'on conseille quand même aux privés, c'est de s'intéresser à des fonds qui ont été sélectionnés pour des institutionnels, pas parce que c'est forcément mieux, parce qu'en fait, un institutionnel, il est plus sophistiqué qu'un privé pour sélectionner un véhicule. Oui. Et du coup, il est capable de faire une due diligence plus approfondie sur l'équipe de gestion pour la stabilité. Donc ça rajoute un critère de sélection et de précaution dans la sélection des fonds. Maintenant, même si vous avez un fonds qui n'est pas sélectionné par des institutionnels, il n'est pas forcément... Donc quand l'institutionnel finalement a sélectionné un fonds, le particulier peut se dire c'est un gage finalement de sérieux parce qu'il y a toute une équipe derrière qui a travaillé dessus et qui s'est dit normalement là la stratégie tient la route. Exactement. C'est ce que vous mettez en place, Anthony Kalsi. Alors petite parenthèse quand même, on s'excuse pour le bruit, le bruit des travaux. Anthony Kalsi, c'est un critère par exemple que vous prenez en compte, c'est je n'y vais pas s'il n'y a pas d'institutionnel autour de la table par exemple, ou je ne propose pas ça à mes clients? En fait, avant on n'avait pas le choix. Et c'est depuis un an, ça s'est
accéléré de façon incroyable, où tous les grands noms du private equity qui étaient inconnus des particuliers, dont Edram bien sûr, on n'y avait pas accès. D'accord. Et aujourd'hui, on a des fonds pour les particuliers distribués par les conseillers en gestion de patrimoine ou les family office qui permettent d'investir, de co-investir aux côtés des institutionnels. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, c'est un peu Euraseo qui a lancé, on va dire, cette tendance-là il y a quelques années en achetant Idinvest et en l'absorbant. C'est BPI qui a lancé son fonds. Et maintenant, de plus en plus, de grandes sociétés de gestion comme Argent ou Edmond de Rothschild, via des feeders, via leurs plateformes, via des plateformes externes, permettent à des particuliers, n'importe qui, d'être aux côtés des plus grands investisseurs. Une question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, si on est aux côtés d'investisseurs institutionnels, il y a des équipes dédiées qui peuvent permettre globalement de garantir, pas de garantir, mais en tout cas de rassurer sur la stratégie effectivement d'un fonds. Mais à l'inverse, on peut se dire, bon, les institutionnels n'ont pas intérêt à perdre d'argent, évidemment, on parle de caisse de retraite, mais globalement, ils ont les reins solides pour encaisser des mauvais choix. Le particulier, lui, ne doit pas forcément. Donc, est-ce que c'est forcément un gage de garantie ou de sécurité d'aller aux côtés d'un institutionnel quand on est particulier? Je réponds. Oui, Mylène Bono, bien sûr. Alors, c'est un critère qui peut être nécessaire, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être nécessaire, mais qui n'est évidemment pas suffisant. Bon, d'abord, que vous soyez un privé ou un institutionnel, quand vous investissez, vous avez un socle commun, c'est que vous ne voulez pas perdre d'argent. Bien sûr. Et que vous voulez idéalement même plutôt en gagner. Peut-être en gagner. Mais il y a un risque dans tout investissement. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important de se dire que quand on a un particulier, vous l'avez très bien dit, quand vous êtes un particulier, vous n'investissez pas la majorité de votre patrimoine sur un actif risqué. Et bien sûr. Oui. C'est un actif risqué. Donc c'est une gestion de l'allocation. Et c'est là où on peut s'orienter après avec un cabinet en gestion de patrimoine, avec un banquier privé, pour avoir une allocation équilibrée par rapport à son portefeuille total. Bien sûr. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qui est un point très important, qui est la gestion des risques. Et aujourd'hui, dans un marché qui se tend quand même à certains égards, c'est important de regarder au-delà du rendement passé, quelle est la politique de gestion des risques que met en place la société de gestion à qui vous allez faire confiance. Donc, de regarder au-delà du track record du fonds, de la performance délivrée, comment cette performance elle a été construite. Et qu'est-ce qu'on a comme outil pour s'assurer que sur les prochaines années, on puisse répliquer cet exercice. Donc on ne va pas regarder que les performances de l'entreprise ou du fonds, c'est-à-dire qu'on va regarder si, par exemple, on a accepté de sortir une entreprise du portefeuille s'il y avait un problème, ou au contraire, si est-ce qu'on l'a accompagné pour d'autres raisons, ou c'est ça qu'il faut regarder? Alors, bon, déjà, une entreprise, vous ne pouvez pas la sortir de votre portefeuille. Non, d'accord, voilà, c'est une question que le particulier peut se poser. De façon unilatérale. D'accord. En fait, vous achetez une société et après, il faut que vous trouviez un acquéreur pour... Oui, c'est ça, on vit avec un peu, d'accord. Vous vivez avec, donc si vous voulez vous en débarrasser à tout prix, c'est possible que du coup, vous ne la vendiez pas dans des meilleures, dans les meilleures conditions. Bien sûr. Et ce qu'il faut apporter, et c'est là où des acteurs du capital investissement vont faire la différence, c'est quand vous apportez à une entreprise autre chose que du capital pour se déployer. Et c'est vraiment l'accompagnement opérationnel mis en place avec les équipes pour la restructuration, pour la mise en place d'outils de reporting qui va créer de la valeur sur la partie vraiment très concrète et très tangible. C'est ce qu'on vend quand même aux clients quand on leur propose d'investir en private equity. Et pas on fait un chèque en blanc et rendez-vous dans 5 ans et on verra si ça s'est bien passé. Et c'est peut-être là où on est à un tournant, notamment sur la partie tech, où on a eu des valorisations qui se sont envolées de façon presque incompréhensible et qui ont du coup attiré un certain nombre d'acteurs sur ce marché-là, qui n'étaient pas forcément les plus légitimes pour ça. Et dans un moment où le marché peut se tendre, c'était la phrase de Warren Buffett sur quand la mer se retire, on voit qui n'a pas de maillot de bain, et c'est un peu ça l'idée. Une dernière question pour vous, Anthony Calci. Au lendemain des différents confinements, on a beaucoup entendu cette idée d'aller investir dans la relance, d'aller investir dans l'économie réelle, d'aller investir dans les entreprises françaises. Est-ce que vous avez vu du coup un regain d'intérêt supplémentaire pour le private equity à ce moment-là, et est-ce que ça se confirme encore aujourd'hui? Parce qu'il y a la volonté d'aller en private equity et puis dans les faits, ensuite, passer le pas, entre guillemets.
Alors, il y a un effet France Relance de certains fonds qui ont le label. Un des plus gros succès, le fonds d'Euraseo, du coup, où on est passé en moins de 10 ans à une licorne, à une trentaine de licornes, et dont cette société de gestion distribue un fonds. Et c'est vrai qu'il y a cet effet-là. Alors, il y a aussi l'effet ESG, ça veut dire transition écologique. Oui. Donc oui, il y a un effet Cocorico France, mais aussi un effet monde, où on a envie de faire les choses bien pour la planète. Et les fonds infrastructure sont très intéressants, autant pour la résilience que pour la diversification et la quête de sens pour la planète. Merci beaucoup Anthony Kelsey, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Kelsey Patrimoine. Merci Mylène Bonneau, directrice des relations investisseurs chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. On s'excuse pour le bruit des travaux que vous avez très certainement entendus durant l'émission et je vous dis rendez-vous demain à 13h sur Bismart.